Bien, de retour sur cette super bulle des régions, puisqu'il paraît que pour l'instant, nous sommes quasiment les plus à l'heure et les plus synchronisés par rapport à l'état d'esprit de BPI France aujourd'hui. Donc on a un redémarrage de l'après-midi avec une des régions, quand on parle d'entrepreneuriat, on pense obligatoirement Hauts-de-France. Et donc, les Hauts-de-France, c'est le symbole de l'entrepreneuriat. On va voir si c'était le symbole de l'entrepreneuriat il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 20 ans, maintenant et à l'avenir. Et pour nous en parler, on a la chance d'avoir 4 méga représentants. On va commencer par vous, Valérie Six. Vous représentez la région Hauts-de-France et vous allez nous donner votre titre. Est-ce que vous êtes présidente? Ah, alors attendez, on a les micros, ils sont... Le technicien, hop, c'est parti, allez-y. Oui. Bonjour à tous, je suis donc Valérie Six, présidente de la commission développement économique, on va dire tout ce qui concerne l'entreprise et l'emploi dans la région Hauts-de-France. Alors c'est une grosse commission, oui, dans le sens où on va à la fois travailler à la formation professionnelle, l'apprentissage, la sensibilisation à l'entreprise, et on va s'occuper de l'entreprise dans tous ses états. Y compris l'innovation. Évidemment. J'ai la chance aussi d'être déléguée à l'innovation, qui là va plus loin que évidemment la commission économique, puisque nous retrouvons de l'innovation dans beaucoup de choses, puisqu'on l'a à la recherche. J'ai vu qu'on avait même des lycéens qui étaient là, et j'espère qu'ils seront ensuite dans des universités qui travailleront peut-être comme doctorants pour nous aider à tous à créer des entreprises qui correspondent aux besoins de demain. Et puis, on a aussi tous les fonds européens qu'on va évidemment chercher avec BPI. On va voir ça tout de suite. On a la chance d'avoir Hervé Ducrot. Alors, Hervé, l'homme fort du fort, BPI France, le responsable création entrepreneuriat sur les Hauts-de-France. Voilà, c'est ça. Ouais, je travaille chez BPI France et je suis effectivement ce qu'on appelle responsable création entrepreneuriat. Donc pour cette région des Hauts-de-France, on est un par région. Hein, donc dans chaque région, il y a quelqu'un qui fait le job que je fais. Ce job, c'est la mise en œuvre sur le terrain des missions que BPI France a repris à la suite de la Caisse des dépôts et conciliations au 1er janvier 2019. Donc j'ai le plaisir de faire ce travail avec les équipes de la région depuis 5 ans et demi. Voilà. Et la chance d'avoir une partie de l'équipe qui est là aussi. Et puis évidemment, j'ai mes directeurs préférés qui sont là aussi, effectivement. Alors, on parle souvent de la proximité avec les entrepreneurs, c'est bien ça? Ce que je vais proposer, c'est aux entrepreneurs de se rapprocher parce que plus personne ne peut rentrer dans la bulle. Vous êtes victimes de votre succès, mesdames, messieurs. Alors, voilà, c'est génial. On va laisser un maximum de monde rentrer dans la bulle. On a la chance d'être une bulle aérée comparée aux autres. La nôtre est climatisée naturellement. Aurélie Torchy-Duménil, vous êtes la dirigeante de ATD Conseil RH et Images. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai créé ATD il y a 2 ans maintenant, après 18 ans dans la fonction RH, dans diverses industries, dans des groupes plutôt internationaux. Et vous allez nous raconter tout ce que vous y faites. Tout à fait. Et Alexis Claes, alors vous, c'est tout particulier. Vous allez nous parler, je crois, d'énergie, puisque vous êtes un des cofondateurs de Swoop Energy, c'est ça ? Exactement. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexis Claes. J'ai cofondé Swoop Energy en 2022 avec un associé. Et aujourd'hui, j'expliquerai plus tard ce qu'on fait, mais on l'a fait en sortie d'études. Et donc, c'est un sujet qu'on pourra aborder parce que c'est une force, je pense, de la région. Donc, on en parlera tout à l'heure. Juste peut-être, vous êtes situé où, Alexis ? Alors, dans la métropole lilloise, on est basé à Tourcoing. Les ateliers sont basés à Tourcoing, donc à côté de Lille, pour le coup. Aurélie ? Sur Amiens, mais je me déplace partout en France. Vous avez une belle couverture tous les deux déjà du territoire, en tout cas. Alors, sans plus attendre, on va poser la question justement à Valérie. Alors, cette région qui est historiquement celle de l'entrepreneur, celle de ceux qui travaillent, celle de ceux qui sont très engagés, est-ce que c'est une vision du passé ou est-ce que c'est aujourd'hui une vision du présent et de l'avenir ? Les trois. Je vais vous dire, je ne connais pas un élu de la région Hauts-de-France qui ne s'engage pas envers les entreprises de son territoire. C'est-à-dire que c'est un engagement très très fort que l'on a depuis maintenant, on va dire, nos 2 mandats avec Xavier Bertrand, mon président. C'est qu'il y a vraiment une volonté forte de faire que les entreprises de notre territoire soient toujours à la pointe, c'est-à-dire qu'on soit aussi les Hauts-de-France des territoires innovants, des territoires où on va essayer d'attirer à nous d'autres entreprises et les métiers de demain. Et c'est vraiment
je veux dire, des enjeux les plus importants que l'on a au sein de la région Hauts-de-France. Ça, voilà. Après, je vais vous dire, c'est quand même 6 millions d'habitants. Donc 6 millions d'habitants, si on n'attire pas des entreprises sur notre territoire, on ne peut pas créer la richesse, on ne peut pas créer les emplois. Donc c'est une nécessité pour notre territoire de travailler sur les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Alors c'est aussi un déploiement avec des solutions qui ne s'arrêtent pas qu'au développement de l'entrepreneuriat, mais bien évidemment c'est la fertilisation d'un territoire au sens large. Alors là, je sais qu'on a beaucoup de régions qui sont très jalouses de nous. Alors je suis très très fière d'être ici aujourd'hui parce qu'avec notre partenaire BPI, qui voit aussi d'autres régions, et on sait que notre territoire a une boîte à outils qui était vraiment très complète pour attirer, créer, former, accompagner, soutenir les entreprises sur notre territoire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a réussi à créer à la fois la formation à l'entrepreneuriat, on a réussi à créer l'accompagnement, mais alors à la fois qualitatif, c'est-à-dire l'accompagnement, ça va dans les RH, dans le développement, dans les lignes de production si c'est nécessaire, et à la fois le soutien d'aide directe que l'on peut donner pour pouvoir passer au stade au-dessus, c'est-à-dire le développement de l'entreprise. Alors Hervé, vous avez la chance d'être dans un territoire incroyable, une région incroyable, en tout cas une présidente de la commission travail incroyable. Comment, quand on est chez BPI France, on met en musique tout cet accompagnement-là à destination finalement des entrepreneurs? Alors, ceux qui mettent en musique avant tout, c'est la région. Hein. Mais quand on a la chance de faire le travail que je fais, c'est-à-dire d'être responsable de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France, bah, ça veut dire qu'on découvre il y a 5 ans, enfin je ne le découvrais pas tout à fait parce que j'y travaillais depuis 30 ans dans cette région sur d'autres fonctions de BPI, mais on découvre que dans ma fonction, en tout cas, on a le plus beau terrain de jeu et on a le meilleur partenaire de jeu. Donc on fait beaucoup de choses ensemble et on tâche de le faire de manière très pragmatique, avec un souci qu'on partage d'être focus sur l'entrepreneur. Hein. On est là pour eux, on est là pour les servir. Hein. Et donc, l'objectif que nous partageons, c'est de mettre en place sur ce territoire, ensemble, avec nos compétences respectives, nos moyens respectifs, le plus bel écosystème d'accompagnement à la création d'entreprises. N'ayons pas peur des mots, le plus beau service public de la création d'entreprise. C'est ça ce à quoi on travaille ensemble. Et on arrive à le faire parce que on dialogue beaucoup. On travaille ensemble depuis longtemps, donc il y a une confiance qui existe entre les équipes. On travaille beaucoup, on innove beaucoup, et ça veut dire qu'aujourd'hui, Valérie ne le dit pas comme ça parce qu'elle l'a dit, il y a les autres régions qui nous écoutent, et puis c'est l'humilité des gens du Nord, mais cette région, elle s'est dotée depuis 20 ans du plus bel écosystème de la création d'entreprises de France. Nous, on le sait parce qu'on benchmark les régions. Et donc, nous, chez BPI, on essaye de faire que on reste les meilleurs, quoi. C'est ce qu'on appelle un rôle modèle. C'est bien ça. Je vais compléter parce qu'en fait, on fait un duo aujourd'hui sur les accompagnements. Ce que je trouve assez extraordinaire chez nous, dans les Hauts-de-France, c'est qu'il y a un vrai alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on a à la fois la région, bien sûr, en fer de lance. On travaille avec BPI, mais on a créé, je dirais, une vraie synergie entre les différents acteurs qui vont du monde de l'entreprise, de l'université, des parcs d'innovation, des accompagnements, des outils financiers. Et tout ça travaille ensemble pour créer les filières et nos ambitions. D'ailleurs, on a un plan ambition, parce qu'on a 9 ambitions, 9 thématiques qui sont réparties sur tout le territoire. Alors, on va laisser nos amis les entrepreneurs qui, eux, enfin, nous, on le déclare, mais vous le vivez, vous le faites. Comment ça se passe, justement, pour vous, Aurélie, dans la vraie vie? Comment ça s'est passé? Vous nous aviez dit que vous aviez été combien d'années? 18 ans dans le salariat, c'est ça? 18 ans, oui. Alors racontez-nous comment on fait quand on est dans le salariat pour d'un seul coup se dire bon, peut-être que j'ai le droit d'entreprendre, peut-être que j'ai le courage d'entreprendre. Et peut-être que j'ai l'envie aussi d'entreprendre. Ça passe déjà par là. En fait, juste rapidement, moi en 2021, j'ai eu cette envie d'entreprendre déjà. Et pourtant, je suis partie de mon entreprise que fin 2022.
Donc tout ça pour dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus, et vous vous en doutez. Et dès 2021, j'ai été aidée par la région. C'est-à-dire que je me suis renseignée très clairement, de savoir ce qu'il était possible de faire parce que j'y connaissais rien du tout. Et en fait, j'ai créé ma première micro-entreprise et déjà là, j'ai été accompagnée par la BGE Picardie. C'était ça ma question, c'est par quel dispositif? Parce que finalement, on va voir avant tout des acteurs de proximité qui sont des acteurs d'aide à la création d'entreprises soutenus par BPI France derrière, mais effectivement des acteurs. Donc, premier pas, et alors c'est quoi cette entreprise? Vous y faites quoi? Alors à la base, c'était du conseil en images purement, puisque tout à l'heure, on a bien dit ATD conseil RH et images, puisque j'ai une casquette de conseillère en images, je suis certifiée coach en images, où en fait, je vais apporter de l'accompagnement, de l'aide sur la posture professionnelle. Bref. Et donc, quand j'étais encore salariée, j'ai donc monté cette micro-entreprise grâce à la BGE Picardie. Je dis grâce dans le sens où les premiers contacts que j'ai eus avec la BGE, ça a été d'abord de se dire comment on fait, comment on fait pour créer, comment on fait pour construire, comment on fait pour avoir son numéro d'entreprise, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire. Et donc voilà, la micro était la bonne idée à ce moment-là parce que j'étais encore salariée et que très clairement je faisais ça sur mes week-ends et mes jours de congé, etc. Et puis quand je suis partie de mon entreprise et là où j'ai complètement volé de mes propres ailes, la BGE m'a proposé par rapport à mon projet de m'accompagner en couveuse. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je ne suis plus dans la couveuse parce que j'ai la chance que mon entreprise fonctionne très bien. La couveuse, qu'est-ce qu'elle m'a permis? En 2 mots, déjà, de ne pas avoir de comptable à payer la première année. La première des choses. Et oui, c'est important parce que tout ce qui était comptabilité purement, relation avec l'URSSAF, etc., c'était la BGE, la couveuse, Incubatest exactement, le nom du projet, qui m'accompagnait, je dirais pas quotidiennement, mais très régulièrement et au moins mensuellement. J'avais une personne qui me suivait tous les mois. La couveuse, en gros, c'est du minimum 6 mois où vous êtes accompagné sur, je dirais, toute la partie financière, administrative, communication. Enfin, voilà, vous avez vraiment accès à pas mal d'ateliers aussi qui peuvent vous apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Souvent, on parle de l'isolement de l'entrepreneur. Et c'est vrai que moi, je sortais d'un gros groupe dans la fonction RH. Donc, autant vous dire que des interactions, j'en avais tous les jours, 20 fois par jour. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule dans mon petit cabinet avec mon ordinateur. Donc, et le téléphone sonne beaucoup moins d'un seul coup. Ah, tout à fait. Les 6 premiers mois, tout à fait. Ça sonne beaucoup moins. Et aujourd'hui, alors racontez-nous. Après, on va voir quels sont les outils que vous avez pu utiliser. Mais pour passer justement de je suis en couveuse à maintenant je m'envole. En fait, il y a un moment donné, tout simplement, la personne qui m'a accompagnée me disait, par rapport aux chiffres réalisés, que vous avez réalisé au bout de 12 mois, maintenant vous êtes entre guillemets grande et il est temps de vous envoler et de voler de vos propres ailes parce que c'est viable, parce que le projet tient la route et parce que vous avez, je dirais, chopé tous les bons tips entre guillemets de l'entrepreneur. Et là, c'est pareil, c'est une deuxième étape. J'ai eu l'impression de nouveau de quitter quelque chose et de construire quelque chose de nouveau. Et depuis donc, le 1er mai de cette année, donc, j'ai monté ma structure et donc c'est une SAS. Voilà, donc SAS ATD. Et honnêtement, ça serait à refaire. Je referais exactement la même chose. Je repartirais via la couveuse. Monter sa boîte le jour de la fête du travail, oui. C'est déjà quand même assez symbolique. C'est vrai. Alexis, est-ce que vous nous racontez ce que vous y... Ouais, non, juste parce que on vient de parler de la BGE Picardie et de la couveuse. Je veux juste dire que le président de la BGE Picardie est là. Voilà. On peut l'applaudir. On peut applaudir Sébastien, le président de la couveuse et de BGE Picardie. Alexis, vous nous expliquez ce que vous faites chez Swoop Energy et puis peut-être vous aussi, votre parcours, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors nous chez Swoop Energy, on a une mission, c'est de donner une seconde vie aux batteries de véhicules électriques. Donc on récupère ces batteries, on les teste et on les intègre en fait dans des systèmes d'énergie mobile qui permettent de remplacer les groupes électrogènes qui sont du coup encore polluants, bruyants, nocifs pour la santé, etc. Donc ça, c'est vraiment notre mission première. Là où on a une grosse différence du coup sur un projet qui est innovant, c'est que forcément quand on lance un projet innovant, on n'a pas de rentrée d'argent tout de suite parce qu'il faut du développement, il faut de la R&D, il faut de l'innovation. Et du coup, ça demande du temps, de l'argent. Et sachant qu'on a créé la boîte en sortie d'études, on avait du temps, mais on n'avait pas spécialement d'argent.
Et c'est là qu'entre en jeu justement toute la richesse entre guillemets de l'écosystème de la région. Aussi bien la richesse au niveau des organismes d'accompagnement que des guichets de financement, mais également on a eu la chance, comme on travaille dans les batteries, d'avoir un écosystème, même une activité économique de la région qui est très riche, notamment avec les différentes gigafactories, etc. Donc on a eu tout un terreau qui était vraiment idéal pour nous. Et alors c'est parti vraiment de, comme je disais, en sortie d'études où on a été du coup étudiant entrepreneur avec le Pépite notamment. On a pu faire même notre stage de fin d'études dans le projet qu'on voulait porter, donc ça nous a permis de finaliser notre diplôme à ce moment-là. On a eu des aides en T-création, notamment avec le fonds régional d'incubation, donc ça qui est une aide de la région, et c'est assez rare les aides en T-création, il faut le souligner, parce qu'en général quand la société n'est pas immatriculée, c'est toujours un peu délicat de recevoir un financement. On a fini ensuite par immatriculer la société. En parallèle, comme on sortait d'études, on n'avait pas non plus le chômage, par exemple, pour vivre au quotidien. On a également eu des allocations personnelles de la part de la région pour vivre, tout simplement, hein, pour obtenir, comme si on avait, entre guillemets, une partie de le chômage. Et ensuite, une fois que la société était créée, le but, c'était forcément d'aller chercher des subventions à l'innovation. Et c'est là qu'intervient, du coup, et la région et BPI, mais également d'autres acteurs, comme l'ADEME. Donc, il y a une certaine chronologie en général à respecter. La première qu'on va chercher quand on fait de l'innovation en règle générale, c'est souvent la BFT, donc la bourse French Tech BPI, qui est souvent à hauteur de 30 000 euros, qui peut être plus importante si vous êtes en deep tech. Nous, on est allé chercher celle de 30 000 euros. On est ensuite allé chercher par exemple le Fratri, qui est cette fois une aide de la région et cofinancée par la région et l'ADEME. Et donc là, en fait, le Fratri, c'est le fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle. Il faut savoir qu'il y a une volonté pour le coup de la région de respecter un peu les grands principes de la troisième révolution industrielle, donc qui est vraiment tournée vers la transition énergétique, le changement climatique, etc. Et du coup, Soup Énergie, en respectant ces cases, on a réussi à aller chercher un financement à hauteur de 100 000 euros par exemple. À noter que pour aller chercher ces financements, en règle générale, ce qui est regardé aussi bien par BPI que par n'importe quel financeur, ça reste les fonds propres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organismes aussi dans la région des Hauts-de-France qui permettent de financer les projets innovants et en fait augmenter vos fonds propres, notamment à travers les prêts d'honneur. Donc là-dessus, on peut citer par exemple Odéfi ou encore Réseau Entreprendre ou d'autres organismes, mais on n'est pas passé par eux, je crois, comme Noractif. Je ne suis pas un expert parce qu'on n'a pas eu, ou Réseau Initiative, voilà. Et ça, c'est très important, surtout au début, pour augmenter vos fonds propres et pouvoir aller faire un effet de levier aussi bien auprès des subventions que de la dette. Il y a énormément d'autres guichets de financement qu'on pourrait citer. Hein. Donc là, c'était le Fratri, etc. Il y a les diagnostics BPI, diagnostics croissance. Là, on va aller chercher notamment le fonds de transition juste, donc qui est cette fois des fonds européens, mais qui sont aiguillés ensuite par la région. Juste pour revenir sur votre cœur business, quand même, c'est les batteries et la deuxième utilisation, la deuxième vie des batteries. Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où aujourd'hui vous avez le produit qui potentiellement est livrable et commercialisable, ça prend combien de temps? Parce que c'est ça souvent la grande difficulté qu'on peut rencontrer dans ce processus-là. C'est le temps d'arriver à un POC, de pouvoir effectivement prototyper et d'avoir ce financement. C'est ça, exactement. Là, on a mis grosso modo un bon 2 ans de R&D pour arriver sur un produit qui va être commercialisable. Et qui dit commercialisable dit pas non plus, de toute façon, encore une fois, rentabilité. C'est pas parce qu'on génère du chiffre d'affaires que forcément on sera directement capable de se verser un salaire, etc., d'embaucher des personnes. C'est des processus qui demandent beaucoup de temps. C'est vrai que là, je parle d'embauche de personnes, mais il y a un autre guichet que je n'ai pas cité, je le dis comme ça, si ça intéresse des gens, vous irez le chercher, mais c'est le CE2I. Ça permet d'avoir, par exemple, alors c'est une aide de la région qui permet d'avoir 5 000 euros, notamment par embauche prévue dans le prévisionnel. Donc ça permet également, encore une fois, d'obtenir des financements. Enfin, moi, je fais la pub. Hein, je donne les tips. Hein. Mais donc voilà, il y a énormément d'aides, mais ça demande du temps. Alors, ça demande du temps en tout cas d'avoir un projet qui devient rentable. Ça demande parfois du temps d'aller monter les dossiers de financement et de les obtenir, mais c'est du temps qui est en général quand même bien investi. Parce qu'en général, quand même, c'est avec les financements que vous allez réussir à avancer dans votre boîte. Alors Valérie Six, ça doit être extrêmement plaisant de se dire que finalement, on a pensé tous ces dispositifs-là et il y a des gens qui les utilisent, parce que la difficulté, c'est de savoir qu'il y a un besoin, mais après, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'ils vont les connaître, est-ce qu'ils vont les utiliser, comment ça va marcher? Oui, tout à fait. Et je vais rebondir là-dessus. C'est qu'on a fait une enquête auprès des entrepreneurs ou des futurs grands entrepreneurs. C'est que notre accompagnement entre la création, ceux qui auront vraiment créé, comme on les suit aussi pendant les 2-3 années qui suivent, on s'est aperçu que tout cet accompagnement, on avait plus de 80-85% des entreprises qui étaient pérennes.
Donc ça, je pense que c'est très important de le dire parce que c'est ça qui prouve d'abord la qualité de l'accompagnement. Et moi, je vais vous prendre juste 5 minutes pour remercier ceux qui sont là parce qu'il y en a plusieurs ici qui sont dans l'accompagnement. Et si on ne les avait pas autour de nous, c'est ça qu'on a fait la Maison des Entrepreneurs. Nous, on a une marque Maison des Entrepreneurs Hauts-de-France. Et si vous allez sur notre site, en fait, tous ces gens-là travaillent avec nous. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi, quand on parle d'écosystème, ça veut dire que tous les gens qui sont dans l'accompagnement financier ou qualitatif enfin qualitatif, vous comprenez ce que je veux dire, c'est vraiment où aller chercher les fonds, comment travailler avec l'entrepreneur. Ils sont là, il y a une porte d'entrée et on va, après juste un tout petit, j'ai envie de dire, autodiagnostic, vous rentrez et à partir de là, vous savez que vous allez être orienté selon la thématique que vous cherchez pour pouvoir avancer et grandir dans votre projet, dans l'accompagnement. Oui, parce que l'objectif, c'est pas d'aller chercher des aides. L'objectif, c'est de pouvoir développer son business et d'être aidé pour le faire. Ce qui est intellectuellement pas du tout la même approche. Et je pense que c'est effectivement ce que vous pouvez faire avec la capacité de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que la priorité, c'est pas de présenter un catalogue d'aides, c'est d'être capable, et c'est ce que vous faites très bien avec les partenaires, c'est comprendre finalement la particularité du projet et d'être capable d'aller sortir les bonnes solutions au bon moment. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Valérie pour la région et moi pour BPI qui parlons, mais le travail sur le terrain, ça n'est que rarement la région en direct et BPI qui le fait en direct, quand on parle de création en tout cas, sauf dans le cas effectivement d'Alexis, parce que là il est sur l'INO et donc les collègues de l'INO, la déléguée est là, là ils sont en direct avec ses équipes. Mais dans tous les autres cas, ce que nous faisons la région et BPI, c'est que on soutient, on renforce la force de frappe d'un écosystème, des dizaines d'associations avec lesquelles nous travaillons. Alors effectivement, on a chacun nos cadres contractuels et nos marques. Et donc effectivement, la région, c'est la MDE, son dispositif, son vaisseau amiral. Nous, on anime cet écosystème chez BPI au niveau national. Et ils sont tous là-bas. Là, c'est 26 réseaux d'accompagnement que nous soutenons tout au long de l'année. Et on les appelle Cap Créa. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, quand on est une région et quand on est BPI, et quand on sait que notre seul souci, c'est d'accompagner bien les porteurs de projets et de travailler bien avec cet écosystème, le fait de savoir si c'est MDE ou Cap Créa, c'est pas passionnant en réalité. Et donc l'intelligence que nous avons aujourd'hui dans les Hauts-de-France, c'est qu'on ne joue pas Cap Créa contre MDE, et d'ailleurs à 80% les partenaires sont les mêmes. On est en train de se doter d'outils de présentation, de visibilité, de lisibilité de cette offre, où on gomme ces choses-là. On dit c'est l'écosystème des Hauts-de-France. BPI et région, on est derrière, mais l'important c'est l'écosystème des Hauts-de-France. Et vous, porteurs de projet, voilà tout ce qu'on a mis dans ce système, dans ce service public de la création d'entreprise pour vous aider à réussir votre projet. Valérie, vous vouliez... Je voulais compléter et je vais mettre BPI... Au défi. Non, pas au défi, justement. Oula, BPI a été vraiment précurseur. Je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, d'un guide BPI sur l'ensemble de la France. Le guide Cap Créa, justement. Le guide Cap Créa. National. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, oh là là, c'est très pertinent. Et on a travaillé avec BPI pour créer, et ça va sortir d'ici la fin de l'année, un guide avec justement tout cet accompagnement pour les Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon voilà, il y a une pertinence après à l'adapter sur le territoire. Et c'est un travail qu'on a fait en commun. Une déclinaison opérationnelle. Voilà. Voilà. Et on fait la même chose sur les outils numériques. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand on cherche comment se faire accompagner, quand on cherche un acteur, on peut avoir le réflexe d'aller voir le maire du village et de lui dire « moi je veux créer ma boîte, je ne sais pas par où commencer ». Mais il y a aussi plein de gens qui commencent par taper sur Internet en disant « création d'entreprise ». Voilà. Et donc ils peuvent tomber sur le site de la MDE, ou ils peuvent tomber sur le site de BPI France. L'important, c'est qu'à la fin, s'ils sont à Amiens ou à Lille, ils aient toute l'offre de BPI et toute l'offre de la région. Et donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on a différentes portes d'entrée. Le site de BPI, 10 millions de visiteurs par an. Voilà. Alors, 10 millions de visiteurs par an, 10% dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que ça serait trop dommage que ces 10 millions de visiteurs par an, ils ne sachent pas à un moment qu'il y a la MDE qui est leur guichet d'entrée. Et donc, on est en train de connecter nos outils aussi, pour que le parcours pour le porteur de projet il soit simple et lisible. Alors là, évidemment, vous
Je pense que je pourrais ne pas vous arrêter tous les deux hein, sur le sujet. Vous êtes particulièrement engagés et c'est ce que vous nous aviez annoncé au début, donc c'est très bien. Je reviens sur cette notion de terre d'entrepreneurs. Vous avez évoqué tout à l'heure le réseau Entreprendre qui a été créé par la famille Mullier sur le territoire. Moi, je voudrais revenir à tous les deux sur... Vous avez eu votre dispositif d'entrepreneur. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous continuez à être en contact, non pas avec des personnes qui vous accompagnent, mais aussi avec d'autres entrepreneurs, et comment vous vivez ça? Comment vous échangez? Comment vous partagez? Alors oui, tout à fait, parce que de toute façon, je pense que sans réseau, on est mort, clairement. Donc, grâce à la BGE, encore une fois, il y a un réseau en fait qui nous permet de suivre, même en sortie de couveuse, qui s'appelle l'IRA, donc dont je fais partie. Et puis moi-même, je fais partie du réseau Bouge ta boîte, qui est un réseau d'entrepreneuses. Voilà. Désolé messieurs, mais voilà. Pour autant, on invite aussi les hommes, mais voilà, en termes d'adhérents, c'est vraiment tourné vers l'entrepreneur au féminin. Les hommes, on peut être croyants, mais pas pratiquants dedans, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est tout à fait ça. Donc juste, voilà, c'est un réseau national et où effectivement on a des antennes sur les différentes villes et effectivement ce qui permet d'avoir beaucoup d'échanges. Et au-delà de ça, je fais partie de 100 000 entrepreneurs. Voilà. Je me tourne vers la BPI puisque effectivement vous en faites largement partie, qui est en fait un réseau qui permet tout simplement d'être au contact des jeunes, des collèges, des lycées, et pour effectivement partager avec eux c'est quoi le monde dans l'entrepreneuriat et c'est quoi le monde professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Alexis, justement, alors quand on monte avec ses copains une boîte comme ça, est-ce qu'on a le réflexe effectivement de rentrer dans d'autres réseaux avec d'autres entrepreneurs en local? Ouais, quoi qu'il arrive, on passe par des réseaux. C'est comme un peu pour le financement, il y a parfois une chronologie qu'on essaye de respecter. Non pas parce que c'est fermé à d'autres acteurs, hein, non pas qui nous ferment la porte, ils sont toujours tous ouverts et bienveillants pour discuter, mais en général il y a une espèce de petite chronologie. On commence forcément en général par ce qui est incubateur, on passe ensuite aux accélérateurs, ensuite au réseau d'entrepreneurs. Et on pourrait en citer plein. À Lille, on a quand même, enfin moi je parle de Lille parce que je suis basé plutôt sur Lille, mais il y a forcément Aura Technologies qui est l'un des premiers maillons. Ensuite on passe par les accélérateurs, on pourrait citer justement l'accélérateur F3, le Village by CA par exemple, d'autres organismes comme le MoveJ. Alors là c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs, donc bon il faut avoir je crois moins de 30 ans, donc enfin voilà. Mais pas que dans la tête. Hein. Pas que dans la tête. Mais il y a énormément de réseaux et même pas que les incubateurs, accélérateurs, etc. Ça va même en fait des pôles de compétitivité. Nous, comme on est dans l'économie circulaire, on pourrait citer Team 2. Dans l'énergie, il y a le pôle MEDE, donc pour la maîtrise énergétique. Et en fait, tout ça, ça se multiplie pour en fait, au bout d'un moment, avoir un certain réseau et être aussi confronté à des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous à l'instant T. Et c'est ça aussi qui est important. Et parfois, pas forcément les mêmes problématiques à l'instant T, mais qui nous permettent d'anticiper forcément les problèmes qu'on va rencontrer. Alors, je reviens à une question que me posent souvent des entrepreneurs. Alors, c'est super de faire des réseaux parce qu'effectivement, il y en a une multitude. À un moment, il faut bosser dans sa vraie boîte. C'est-à-dire qu'entre aller chercher des financements et sortir pour rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est bien. Comment on fait le choix? Comment on organise ça? Comment on hiérarchise? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup bossé dans ma boîte, par exemple, mais non, mais le but, c'est il faut réussir à tout coupler, c'est clair. Il y a un besoin, du coup, de se faire accompagner au quotidien. On ne sait pas tout, et encore moins quand on crée sa boîte seule. On peut pas tout gérer, donc il faut savoir s'entourer, être accompagné, parce que de toute façon, si on fait tout seul, sans accompagnement, en général, on finit par faire des conneries. Enfin, désolé de parler crûment, mais on fait des conneries. Et c'est en le faisant qu'on apprend, mais c'est surtout mieux si déjà on part pas de trop loin en étant accompagné. Donc il faut réussir à équilibrer tout ça. C'est clair qu'on fait pas non plus les événements tous les soirs, parce que si on veut, on pourra avoir un événement tel soir, le lendemain, etc. Mais il faut essayer de jauger, de toquer un peu à toutes les portes et d'organiser son planning au mieux. Mais voilà, c'est clair qu'il n'y a pas non plus que la vie non plus pro, il faut aussi avoir du temps pour le perso, parce qu'on a toujours en tête aussi il faut que je bosse, parce que si je bosse pas, ça n'avance pas, et si ça n'avance pas, je suis pas prêt d'avoir une boîte qui fonctionne et qui pourra me permettre de vivre. Mais il faut réussir aussi à lâcher prise et faire d'autres choses, et c'est là, je pense, qui est compliqué. On parlait tout à l'heure même de l'isolement un peu de l'entrepreneur. Il faut savoir du coup, encore une fois, s'entourer et même des fois se vider la tête et lâcher un peu prise. Hervé, vous vouliez
intervenir. Oui, moi, je voulais rebondir sur deux sujets qui illustrent bien Alexis, parce que c'est aussi important dans ce qu'on fait ensemble avec la région. Il y a beaucoup d'acteurs. On a presque un problème de riche, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est porteur de projet, on peut très vite se rendre compte qu'il y a 10, 20, 30 structures qui sont en capacité de vous accompagner, et probablement qu'elles ne sont pas toutes adaptées à votre cas. Donc, on travaille à faire que cet écosystème il soit de plus en plus fort, et qualitativement et quantitativement. On travaille à ce qu'il soit accessible, lisible et compréhensible. Et donc, effectivement, la clarification de l'offre. Mais une fois qu'on a fait ça, on travaille aussi avec ces acteurs, et ils sont un certain nombre à être là, de plus en plus à ce qu'on développe chez eux, ensemble, ce sentiment d'appartenance à un collectif et cette conviction qu'on sera meilleur pour les servir si on est dans cette logique du collectif. Et essayer de gommer des choses qui sont un peu naturelles et qui sont encore présentes ou qui l'étaient encore plus il y a 4 ou 5 ans, des logiques un peu de perso, d'appropriation du porteur de projet. Pas parce qu'on veut mal servir le porteur de projet, mais parce qu'on n'est pas naïf. Ils sont aussi, ces opérateurs, dans une logique de concurrence par rapport aux ressources des financeurs que nous sommes. Voilà. Et donc, malgré ça, on sait que notre efficacité, elle va fonctionner parce qu'on joue collectif. C'est ce qu'on arrive à faire depuis 2-3 ans au niveau national avec CapCréa. C'est ce qu'on est en train de faire de plus en plus fort avec les équipes de Valérie, avec Marinette qui est là, avec Virginie. Voilà. Et ce travail, on le fait ensemble, c'est-à-dire qu'on fait des animations communes, BPI et région, avec cet écosystème pour travailler ces sujets, pour le parcours sans couture et pour on joue collectif. Et puis aussi, je voulais dire, parce que Alexis a évoqué des dispositifs qui sont uniques en France, effectivement, pour aider les jeunes, notamment en antécréation financée par la région. Il a tellement de dispositifs qu'il en a oublié un, donc je vais rebondir dessus. Il a été aussi lauréat d'un dispositif génial qui a été créé il y a 5 ans par l'État et qui est piloté aujourd'hui par BPI et les capitales French Tech, qui s'appelle French Tech Tremplin. Voilà. Hein. Et ce dispositif, c'est un dispositif dans lequel l'État, avec volontarisme, veut faire en sorte que dans la tech, il n'y ait pas, allez, on va dire des choses pas politiquement correctes, mais pour se faire bien comprendre, il n'y ait pas que des jeunes blancs qui sortent de centrales et dont les parents étaient cadres sup. Voilà. Il y a aussi des gens qui ont moins de capital social, qui sont des étudiants boursiers, qui sont des étudiants qui habitent en QPV, qui n'ont pas forcément cette dynamique sociale et ces moyens-là. Et aujourd'hui, pour ces porteurs de projets-là, on sélectionne des incubateurs. L'État leur verse 22 000 € pour couvrir leurs frais de R&D pendant 1 an, et l'État verse de quoi les faire incuber chez les meilleurs incubateurs de nos régions pendant 1 an. Voilà. Et c'est des dispositifs formidables et qu'on va développer encore plus dans le programme EQ 2030 qu'on porte pour les 4 années qui viennent à la demande du gouvernement. Voilà, je voulais le dire parce que c'est vraiment formidable. Vous avez raison, Hervé. Et puis ça arrive sur une question que je voulais poser, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut encore entreprendre dans un environnement qui n'est pas RSE? Alors, vous êtes au cœur de l'action. La partie RH, je pense qu'on est au cœur de l'action. Et puis derrière, on va attendre effectivement de voir le retour de... est-ce que les financements y sont conditionnés? Et quelle est la posture de la région dans ce cadre-là? Peut-être une première réponse. Alors vous, c'est le cœur de la machine quand même. Nous, c'est le cœur de la machine et on a la chance du coup d'avoir cette volonté forte, cette mission forte RSE. Et donc je pense que ça nous a ouvert pas mal de guichets de financement. Pardon. Donc, mais je pense en tout cas quand je discute avec les différents interlocuteurs pour les différents guichets, il y a souvent ce critère RSE quand même qui est pris en considération. Et ça vous rend sexy pour le recrutement parce que d'un seul coup, quand vous dites qu'effectivement vous êtes en train de proposer une deuxième vie à quelque chose que tout le monde sait comme très polluant, vous avez beaucoup de jeunes aussi qui ont envie de vous rejoindre. Oui, franchement, ça se voit de plus en plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une tribune de jeunes entrepreneurs, il me semble, de Polytechnique, qui disait c'est à nous de faire changer les choses, justement, de rejoindre des boîtes qui sont vertueuses, plutôt que de toujours rejoindre les grands groupes, peut-être qui promettent des très belles carrières, mais qui, au final, alors je ne vais pas faire de name bashing, mais qui surfent un peu sur cette vague et en fait font peut-être plus du greenwashing qu'autre chose. Rejoindre des petites boîtes, des fois, qui se veulent vertueuses et qui ont vraiment cette mission ancrée dans leur ADN, c'est attirant. Donc on a quand même nos galères de recrutement, parce que bien sûr on ne propose pas les mêmes avantages que des grandes boîtes, mais on a cet avantage de proposer en tout cas quelque chose qui a une valeur, enfin une vraie mission, et c'est attirant en effet. Aurélie, chez ATD, c'est pareil, c'est dans votre ADN? Oui.
Alors, je vais plutôt partir du S de RSE pour le coup, du côté très social et sociétal, puisqu'effectivement, en faisant du recrutement tous les jours, je ne vois pas autrement les choses que sur la diversité. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ma casquette particulière qui était celle de conseillère en images. Eh bien, avec cette casquette-là, j'intègre notamment des organismes ou je dirais des structures qui travaillent sur l'insertion professionnelle, notamment des personnes qui seraient en situation de handicap ou des personnes venant des QPV. Donc voilà, moi c'est ma façon à moi effectivement d'agir sur la RSE et c'est aussi profondément ancré en moi et une des valeurs qui a fait qu'à un moment donné, je suis partie et j'ai sauté dans le pas. C'est conditionné les financements sur une partie RSE? Aujourd'hui, à date, on ne va pas dire que tout est conditionné. En tout cas, pas dans les boîtes à outils pour la création d'entreprises, les prêts d'honneur, tout ça. Ça commence effectivement à être le cas sur un certain nombre des dispositifs que gèrent mes collègues qui sont là devant moi sur le financement, sur l'innovation. Et donc, effectivement, l'éco-conditionnalité, c'est quelque chose qui va monter, qui s'impose à nous par les instances de régulation européennes et tout ça. Donc, effectivement, et c'est normal. Je veux dire, nous, aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis des décennies, BPI est un des premiers financeurs de l'immobilier d'entreprise en France. Aujourd'hui, financer à 15 ans en crédit bail immobilier un immeuble qui serait déconnant sur le plan environnemental et donc en être propriétaire pendant 15 ans avant de le céder pour 1 euro symbolique à la fin du CBI, on ne va pas le faire. Et donc évidemment, il faut que tout le monde ait ça en tête. Et donc ceux qui ne le font pas spontanément, c'est leur banquier qui les obligera à le faire. Sur la créa, il faut qu'on y aille mollo quand même, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on intègre. Et aujourd'hui, y compris dans les thèmes que nous travaillons avec les collectifs Cap Créa, on travaille sur création et transition énergétique et environnementale et sociétale, oui. Valérie Six, vous êtes un pays historiquement de mineurs. Aujourd'hui, vous trouvez encore des pépites? Heureusement, on va les chercher aussi. Mais je reviendrai sur le RSE. On a un président Rêve 3, on a un président Frédéric Motte qui dit toujours une entreprise qui sera plus RSE demain. Voilà. Donc on doit aider les entreprises qui ne penseraient pas être RSE à devenir RSE. Donc c'est aussi notre job. Vous remettez le verre dans l'équation. Oui, je crois que c'est très important. On va arriver, il nous reste 3 minutes avant la fin de cet atelier. Je vais vous demander à tous les 4 de vous adresser à toutes les personnes qui sont en face de vous. Si vous aviez quelque chose à leur dire, un conseil, une remarque. Alexis? Toujours la position compliquée de commencer. Là, comme ça risque d'être peut-être bateau, mais faut tenter. Si vous avez envie d'entreprendre, faut y aller. Justement, on l'a dit, on l'a répété, il y a plein de personnes qui sont là pour accompagner. Il ne faut pas penser qu'on ne sera pas capable. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Je pense que quand on a vraiment envie de lancer sa boîte, il faut y aller. Si on ne le fait pas, de toute façon, ça va être des regrets. Et donc, allez-y, foncez. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça, parce qu'il y a ce qu'il faut. Merci Alexis. Aurélie? Merci Alexis, parce que je vais rebondir du coup. Oui, clairement, si vous avez l'envie, allez-y. Par contre, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie d'un entrepreneur, il faut le savoir quand même. L'envie, elle est là, il faut qu'elle soit là, mais votre détermination, elle est hyper importante. Et vous l'avez vu, on l'a suffisamment dit, il y a plein d'aides possibles dans le financement, l'accompagnement, l'idée d'y voir plus clair, voilà. En tout cas, il ne faut pas être seul. Et du départ, ne pas rester seul. Et il y a plein de choses dans les Hauts-de-France qui se font, donc voilà. Hervé? Moi, les stats de l'INSEE, c'est à peu près les boîtes pas accompagnées, 50% sont mortes après 3 ans. Les boîtes accompagnées, c'est plus de 80% de survie après 3 ans, Valérie l'a dit tout à l'heure. Donc ça, voilà. Créez votre boîte si vous en avez envie. Il n'y a jamais eu autant de dispositifs pour vous y aider. Ils sont bons, ils sont présents partout. Ils sont gratuits. Tout ce dont on parle, c'est gratuit. C'est pas gratuit pour tout le monde, parce que ça veut dire que c'est l'État, BPI, les collectivités, la région qui le paye. Mais pour vous qui en bénéficiez, c'est gratuit. Voilà. Donc, et après, venez dans les Hauts-de-France, puisque vous avez le plus bel écosystème de création d'entreprises de France. Donc, voilà. Valérie Six, on va vous laisser le mot de la fin. Il a déjà dit le mot, hein. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a quelques femmes ici, excusez-moi, mais osez, parce qu'elles osent moins. Et oser grand, parce qu'elles n'osent pas assez grand, première chose. La BPI sera la première à le dire, parce que j'ai eu un jour
un moment d'interview avec Nicolas Dufour, et il disait mais moi je n'attends que ça les femmes, parce que de toute façon leurs dossiers sont sérieux, mais elles n'osent pas assez. Donc je le dis, osez mesdames, ça c'est ma petite... formez-vous, parce qu'on a beau avoir envie et d'avoir les reins solides, on ne sait pas tout, il faut apprendre à se former à l'entrepreneuriat. C'est, même si on croit l'être, on apprend, ça c'est très important. L'écosystème est présent pour vous former et pour vous aider à vous développer. Et vous dites-vous, il ne faut pas être tout seul. Super. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Et longue vie à l'entrepreneuriat dans les Hauts-de-France. On se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine atelier.